This is the largest study that we have undertaken by any means, and I'll tell you a little bit about this. In general, researchers would say 30 subjects is a fairly good number, 50 subjects. We tested 600 subjects. So we were trying to mitigate a lot of the factors of difference. And the researchers that we worked with assured us that this was really a fairly good test of the eye movement. It was interesting. As a journalist, I would say, that's a great headline. And the researchers would say, why? And I'd say, I don't know, it just spoke to me, it was really good. And they said, why? Why is that engaging? You have to be able to quantify it. You have to be able to give it a parameter. We categorized 2 types of reading behavior in our study, and they were methodical reading patterns and scanning reading patterns. About 3/4 of our print readers tended to be methodical in their reading, and that didn't surprise us. But about half of the online readers were scanners, and the other half were methodical. That did surprise us a little bit. Alors, les organisations que j'ai vues récemment qui font des choses intéressantes ont beaucoup réfléchi aux méthodes de travail de leurs journalistes, aux méthodes de production de leur niveau produit, que ce soit de l'imprimé, du web, du mobile. Mais souvent, ce qu'ils ont oublié, c'est vous. C'est vous, c'est moi, c'est tous les gens qui ont des téléphones dans leur poche, tous les gens qui ont des appareils photo dans leur poche, tous ces gens qui sont souvent sur l'événement avant les journalistes. Et il y a peu d'organisations qui ont mis en place les dispositifs pour être capables de gérer tout ce matériel qui est fourni par le public. À cet égard-là, il y a une organisation au Danemark qui s'appelle Nordiske, qui est intéressante parce que cette organisation-là était un journal traditionnel, grand format, papier, diffusé le matin. Et le Danemark, comme la plupart des pays scandinaves, est un marché extrêmement compétitif dans le domaine des médias. Et ils se sont dit qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions pour élargir notre marché, pour diversifier nos canaux, pour être capable d'aller rejoindre notre auditoire partout. Ils sont passés d'un quotidien papier à un groupe qui a le quotidien, qui a un site web bien évidemment, un site mobile, qui ont sorti 2 quotidiens gratuits, un le matin, un l'après-midi, une station de télé 24/7 diffusée par câble et sur Internet et qui a un modèle d'abonnement payant. Et ils ont quand même 100 000 abonnés payants dans une région qui n'est pas si populeuse que ça, juste pour la station de télé, station de radio, et tout ça dans l'objectif de rejoindre les gens tout le temps, du matin au soir. La stratégie numérique est en appui de 2 façons. D'une part, tous nos marques fortes ont un site web qui génère de l'interactivité, mais nous avons aussi investi dans des catégories où nous n'avons pas de médias imprimés. Donc, on s'intéresse à nos marques, mais on s'intéresse aussi à des catégories, et dans ces catégories-là, le ticket d'entrée par Internet est très intéressant. L'expérience de Reader's Digest de sélection en ligne avec un contenu qui est très différent, du contenu qui est fait pour le web seulement. Il y a des contenus intégrés, il y a des équipes du magazine qui travaillent à apporter du contenu, à l'adapter pour le web. Il y a des équipes qui travaillent à produire un contenu original pour le web et tout ça est intégré. Il y a une belle occasion là d'aller créer des contenus, des communautés d'intérêt, des réseaux plus locaux qu'un magazine qui s'adresse au Canada entier. L'objectif, c'est forcément pour les éditeurs de décliner la marque sur plusieurs plateformes. C'est ce qu'on fait parce que c'est un média qui demeure à la fois très personnel et global. Les gens payent plus cher le litre d'eau que le litre d'essence, puis ils en achètent. Et ça me fait dire quoi? Ben, il y a quelque chose de personnel, quelque chose qui est pertinent pour toutes sortes de raisons par rapport aux gens aujourd'hui. Moi, je pense que c'est ça qui fait que le magazine, les contenus bien packagés, les gens vont être prêts à payer pour ça. On n'a qu'une mission, c'est d'observer l'émergence de nouvelles technologies et lorsqu'on pense qu'elles sont intéressantes pour nos grands clients,
on organise des rencontres et on leur montre. On fait intervenir différents participants. Alors on travaille avec pas mal d'industriels, avec des groupes médias, avec des annonceurs. Donc c'est un peu comme quand on lit un magazine ou quand on lit un journal. Mais vous allez voir, je le montre comme ça rapidement, qu'on peut aussi avoir ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire un peu comme sur l'Internet, se promener et puis aller directement à une rubrique et puis après lire des articles ou faire de l'interactif. Tout ce qu'on fait en lecture peut être tracé par le papier électronique et être remonté à l'annonceur. Vous allez voir dans quelques mois, ce lecteur-là va être en semi-flexible aussi fin que la feuille de papier électronique. Il est réinscriptible, communicant. Alors il est rich média. Alors ça c'est très intéressant parce que avec l'imprimé a disparu l'audio et la voix qui est un élément très très fort de la communication. Donc les groupes japonais face au papier électronique, ils prennent chacun un axe qui pourrait être intéressant de développement. Alors l'un ça va être le livre comme Sony, l'autre ça va être l'affichage, l'autre l'impression de bande dessinée. Enfin, chacun prend un peu ça et puis ils ont l'habitude de se rencontrer et puis de mutualiser ce qu'ils font. Alors bien sûr ils gardent leur secret, mais ils mutualisent tout ce qu'ils peuvent mutualiser. Moi ma conviction c'est que l'encre électronique est irréversible. C'est un phénomène industriel et économique irréversible. Toutes les études montrent qu'il vaut mieux sortir un journal ou un livre en papier électronique, c'est plus rentable que de le sortir en format papier traditionnel.